Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, votre podcast hebdomadaire. Je suis avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce contexte de plus en plus compliqué, mais on va s'en sortir. Mais oui, effectivement, puisque aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 3 avril 2025 et c'est le lendemain justement de l'événement qu'on attendait tous, les tarifs réciproques annoncés par Donald Trump. On va y revenir en première partie de cette émission. En deuxième partie, on va parler de la France, comme d'habitude, avec justement le déficit qui se creuse. On va parler également de dette publique qui ne cesse d'augmenter. Et dernière partie, on va parler des marchés, les marchés américains qui entrent en correction, notamment le S&P 500 qui baisse de plus de 10%. On va revenir sur ceci, mais tout d'abord, évidemment, l'événement les brûlante, ce sont les droits de douane, la guerre commerciale qui poussait à son paroxysme. Oui, tout à fait Antoine. Alors on va voir le tableau effectivement qu'a présenté Mm. Donald Trump hier, donc avec ses droits de douane qui explosent. Donc c'est vrai qu'on a un mouvement donc, de protectionnisme qui est en train de s'installer. Bon, c'est pas vraiment une surprise, puisque effectivement il avait plus ou moins annoncé dans sa campagne, hein. Donc voilà, là, il ne fait que suivre ce qu'il avait annoncé pendant la campagne. Alors c'est vrai qu'on a bien sûr sur la Chine à plus de 30% de droits de douane, 20% pour l'Union européenne. Alors on a vu que pendant un temps on se pensait qu'il allait faire des petites différences entre les pays européens. Finalement, non, c'est l'Union européenne au sens large. Alors si on prend évidemment le cas de la France, on sait que nos exportations vers les États-Unis, c'est à peu près 7% de nos exportations, ça veut dire à peu près 2% de notre PIB. Bon, c'est beaucoup, et puis c'est pas non plus complètement dramatique. Faut pas, si ça va mal en France, c'est pas à cause de Trump, encore une fois, hein. Mais c'est vrai que là, on rentre dans une nouvelle guerre commerciale, et le gros problème qu'on a avec les États-Unis, notamment nous les Français, c'est que nous, on leur vend beaucoup, justement, donc, de produits soit agroalimentaires, soit manufacturés, et on leur achète beaucoup de produits énergétiques. Et c'est là où il y a une petite distorsion, c'est-à-dire que, à la rigueur, les Américains, ils peuvent faire d'autres produits ou les acheter ailleurs. Par contre, nous, on est d'un point de vue énergétique, et c'est encore plus vrai pour d'autres pays européens, parce que nous, on a quand même la chance d'avoir le nucléaire. Mais donc, beaucoup de pays européens sont obligés justement de passer, d'acheter soit le gaz ou autre donc aux États-Unis. Et donc, à partir de là, c'est vrai que leur remettre de nouveau des droits de douane, c'est-à-dire rentrer dans une surenchère de droits de douane, ben, ça peut nous poser problème. Puis surtout, ça va générer donc moins de croissance au niveau mondial, moins d'exportation, moins de croissance au niveau mondial, et parallèlement de l'inflation. C'est ça aujourd'hui le vrai danger. C'est pourquoi les marchés paniquent, s'inquiètent, on en verra tout à l'heure, mais c'est vrai que globalement, il y a cette inquiétude qui est de dire, justement, si on a ces droits de douane qui explosent un peu partout dans le monde, ça veut dire donc une inflation qui va augmenter, et parallèlement, les banques centrales vont être un petit peu bloquées, beaucoup compter justement sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis ou en Europe, etc. Là, ça va être un petit peu compliqué d'avoir cette baisse. Donc, de ce point de vue-là, c'est pourquoi les marchés sont inquiets. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a l'euro, hein, l'euro qui monte à 1,10 $ pour un euro. Mm. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que ça devrait être l'inverse, puisqu'effectivement, c'est l'Europe qui a le plus à perdre, effectivement, dans ses droits de douane que les États-Unis. Et pourtant, c'est effectivement le dollar qui est attaqué. Bon, on voit qu'il y a également ce qui se passe avec la Chine. Donc là, les Chinois sont en train de préparer leur riposte. On Mm. voit bien que justement, sur le yuan, ils vont certainement peut-être essayer de le faire, d'évaluer un petit peu pour compenser justement cette augmentation des droits de douane, comme il avait fait lors du premier mandat de Donald Trump. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour l'instant, la Chine, justement, elle compte beaucoup sur son moteur extérieur. C'est-à-dire qu'elle a une demande intérieure qui est un petit peu palichonne, donc elle a besoin de son moteur extérieur pour soutenir la croissance. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques semaines. On avait vu un record historique d'excédent commercial Mm. pour la Chine. Donc là, c'est vrai que si la Chine compte sur ce moteur, là, elle va avoir un petit peu de difficultés. Donc on va avoir certainement une réorganisation planétaire, entre guillemets, des flux commerciaux. Alors parce que le pari de Trump derrière, hein, c'est de se dire, beaucoup d'entreprises vont finalement, pour éviter ces droits de douane, vont produire aux États-Unis. Voilà, ça c'est la grande question. Est-ce que ça existe déjà? Il y a beaucoup d'entreprises françaises, par exemple, qui sont aux États-Unis, qui produisent sur place. Est-ce que ça va s'intensifier? Est-ce que beaucoup d'entreprises américaines vont revenir également aux États-Unis? Voilà, c'est le pari de Trump. Déjà, Donc ça va prendre des années, hein, ça ne va pas se faire en 5 minutes, ça va prendre le- du temps. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ces droits de douane ont quand même un effet un petit peu récessif au niveau mondial, dans la mesure où ça va ralentir la croissance mondiale, voire même avoir, je ne pense pas une baisse du PIB mondial, mais un net ralentissement. Là, on est autour des 3% de croissance mondiale, on pourrait tomber à 2, et donc évidemment, hein, les marchés s'inquiètent par rapport à cela.
Ce qui est sûr, c'est que le dernier sondage sur une probable récession aux États-Unis a augmenté, hein. On est plutôt à 50% de probabilité qu'il y ait une récession aux États-Unis. Donc c'est sûr que ces droits de douane vont faire baisser la croissance mondiale. On ne sait pas à quel niveau, mais ce qu'on a vu aussi, et on en a parlé la dernière fois hein, lors de notre podcast, c'est la balance commerciale aux États-Unis, puisqu'on a beaucoup de producteurs qui ont justement importé de produits avant que ces droits de douane se mettent à l'œuvre et du coup, donc ça a fait exploser la balance commerciale Déficit négativement, commercial, oui, effectivement, on en déficit avait parlé la commercial. dernière fois. Le déficit Tout à commercial fait. américain atteint des records historiques. Ça s'est un petit peu calmé le dernier mois. Et Hmm. puis, globalement, c'est sûr qu'on va avoir, je pense que maintenant, ça y est, les droits de douane sont là. Donc là, on va voir si effectivement ça va réduire ce déficit. Ça Alors, risque d'être tout à fait envisageable. En tout cas, c'est sûr que au niveau américain, on a quand même, heureusement pour eux, pour l'instant, ils ont une dynamique intérieure qui est toujours très vivace. On l'a vu sur hmm, les indicateurs avancés des directeurs d'achat. Comme il y a une dynamique intérieure qui est donc forte, à ce moment-là, ça peut permettre de compenser justement les problèmes, je dirais, des droits de douane. Mais il faut faire quand même attention, il faut être extrêmement prudent. Globalement, aujourd'hui, on aura. Moi, je ne crois pas encore à la récession. Je pense que les Américains vont éviter la récession. Presque, ils auront une croissance taux autour des 2% que des 3%. Oui, voilà, mais il y aura plus un ralentissement qu'une hmm. récession. Mais on verra évidemment au fur et à mesure. Alors justement, en termes de déficit, pour le coup, la France, ça continue de se creuser, hein. On est Alors voilà, donc ça à c'est effectivement le deuxième point. Là, 5,8. ça concerne la France. Effectivement, on a eu les chiffres du déficit extérieur, du déficit public, pardon. Il a fait ce révélateur, parce que nous, on a ce qu'on appelle les twin déficits, hein, comme les Américains, déficit extérieur, déficit public. Donc là, on a eu les chiffres. Donc voilà, on a. Alors il y a eu une petite surprise, entre guillemets, une bonne surprise. On présente ça comme un exploit. On a fait seulement 5,8% de déficit public par rapport au PIB, alors qu'on attendait 6%. Oh là là, c'est formidable. Bon, Hmm, il faut être raisonnable, hein. On sait très bien comment ça se passe. Il y a eu quelques justement enfin, on va dire, quelques déficits qui ont été reportés sur 2025, donc on ne les voit pas là, mais néanmoins, on a bien ce déficit qui est autour des 6%. Je rappelle que Bruno Le Maire a annoncé à la base pour 2024 un déficit public de 4,8%. Donc c'est quand même un point de plus. On est très très loin de la réalité. Donc on voit les chiffres, à peu près 170 milliards d'euros de déficit en France l'an passé. Et parallèlement, conséquence logique, ben, la dette publique également a atteint, c'est le graphique suivant, a atteint un record historique puisque hmm. ah oui, non, d'abord les déficits publics, oui, je voulais vous dire qu'effectivement la France reste le bonnet d'âne, hein, donc le bonnet d'âne de la zone euro, puisque donc là on a les chiffres du troisième trimestre, on n'a pas encore pour tous les pays donc de la zone euro, donc là c'est les chiffres officiels d'Eurostat, j'ai juste mis la France, on est à 5,8% en moyenne sur l'année, alors qu'on était à 6,3% au troisième trimestre, donc quoi qu'il arrive, nous sommes les cancres malheureusement de l'Europe. Quasiment tous les pays de la zone euro ont fait des efforts en réduisant leur déficit l'année dernière, sauf nous, sauf la France qui a augmenté fortement son déficit. Vous savez, évidemment, ça ne fait pas très sérieux. Et donc, conséquence logique, effectivement, voilà, cette dette publique qui explose, nouveau record historique, 3 305,3 milliards d'euros. C'est vrai que c'est assez, ça fait un peu froid dans le dos. On se dit comment on tient. C'est vrai qu'on se dit, Ouais. c'était ma vidéo YouTube de la semaine, quand va s'arrêter le film? Parce que là, ça continue. Ben, tant qu'on veut nous prêter, finalement, on continue. Sauf que le problème, c'est que cette dette ne génère pas d'activité économique. Je vous ai fait un graphique Ouais. suivant. Et là, c'est vrai que c'est un graphique très triste. On Hmm. voit effectivement l'évolution comparée donc, de la dette publique française sur le graphique suivant, Antoine. Oui, oui. Attendez, j'ai un petit problème là. Pardon. Hop, hop. Voilà, c'est bon. Ah, le voilà, voilà, tout va bien. Et comme quoi, Hmm. c'est les inconvénients du direct, parce qu'on fait dans les conditions du direct, un vrai, pour vous justement. Hmm. Et donc, on voit bien ici donc cette augmentation de la dette publique. Rendez-vous compte, depuis donc, la fin 2019, on a envoyé 917,9 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique. 917 milliards, c'est quand même assez énorme. Depuis 2017, vous voyez, 1000 milliards, 1000, quasiment 1050 milliards. Des chiffres complètement fous. Mais bon, je reviens sur mon comparatif. Donc, 2020, Ouais. fin 2024. 917 milliards pour, donc c'est la courbe rouge, pour la dette, et le PIB en valeur, ça veut dire augmenter de l'inflation en France, augmenter de 487 milliards. Il manque 430,6 Ouais. milliards. Vous voyez l'écart? Il est évidemment énorme. Donc c'est ça qui pose problème, c'est que bon, que la dette publique augmente, pourquoi pas, mais quand notre dette publique augmente plus, effectivement, et beaucoup plus même que le PIB, c'est là qu'il y a effectivement, je dirais, un danger. Et
pour beaucoup qui disaient, beaucoup d'économistes disaient non, mais la dette, ça ne coûte rien. On voit que, évidemment, cette charge d'intérêt de la dette qui augmente chaque année, on était l'année dernière à 60 milliards d'euros, on sera cette année à 70 milliards d'euros de charge d'intérêt de la dette. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Mm. Sur 15 ans, c'est plus de 1000 milliards d'euros uniquement sur la charge d'intérêt de la dette. Vous vous rendez compte ce que c'est 1000 milliards d'euros jusqu'en 2030 Ouais, au total sur 15 ans. c'est Et encore une vertigineux. fois, c'est vertigineux, c'est Mm. surtout, c'est de l'argent perdu. C'est de Alors l'argent bon, perdu, oui. donc pour ceux C'est- qui détiennent la dette publique, parce qu'on les c'est- rémunère, mais à part, je veux dire, pour l'économie française, c'est effectivement du gaspillage complet. Donc ceux qui nous disent que ça ne coûte rien, voilà. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent parce qu'il y en a qui le disent encore aujourd'hui. Hein. Donc il faut arrêter de Mm. vouloir croire que la dette, on continue comme ça indéfiniment. C'est évidemment extrêmement dangereux. Et alors, ça aussi, un point, on me dit souvent, oui, la dépense publique a baissé. Ben non. Hein, la dépense Mm. publique en France n'a jamais, jamais baissé depuis qu'on a des statistiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je vous sur les dernières années, regardez bien. Je vous ai fait le comparatif parce qu'on me dit, là, on m'a dit l'année dernière, oui, mais elle a augmenté, mais c'est à cause de l'inflation. OK, alors regardons l'inflation. Donc là, vous avez la première colonne qui est donc la dépense publique, c'est en orange. La deuxième colonne, c'est donc l'évolution des prix à la consommation, année par année. Et vous avez donc la dernière colonne, c'est l'écart de variation. Donc on voit par exemple en 2020, la dépense publique a augmenté de 6,3% contre 0,5% pour les prix à la consommation. Si on regarde 2021, pareil, 4,3 contre 1,6% pour les prix. Alors après, en 2022-2023, comme il y a eu beaucoup d'inflation, c'est stabilisé. Puis hop, 2024, on reprend les bonnes habitudes, entre guillemets, Mm. 3,9 pour la dépense publique contre 2% pour l'inflation. Ce qui veut dire que si vous regardez donc sur les 5 dernières années, on a une augmentation de la dépense publique française de 24,1% contre une augmentation des prix à la consommation, donc l'inflation, si vous voulez, 15%. Plus de 9 points d'écart. Donc ceux qui vous disent la dépense augmente au rythme de l'inflation, c'est faux. Donc notre dépense publique augmente beaucoup plus fortement que l'inflation et ça ne colle pas. Ce n'est pas sérieux. Et donc, alors pour l'instant, on est toujours double A miraculeusement, mais ça ne va pas évidemment continuer. D'autant que cette année, le déficit public va encore augmenter. Vous voyez, là, c'est imminent. Le gouvernement est en train de réviser à la baisse ses prévisions de croissance. Je pense qu'ils écoutent notre podcast justement parce que bon, Mm. ils s'ajustent finalement sur nos prévisions. Mm. Ils seront autour entre 0,5 et 0,7, on verra les chiffres. Mais enfin, Mm. nous, ça fait déjà des mois qu'on vous annonce ce chiffre de croissance faible et on n'est pas devin, on regarde juste effectivement les indicateurs avancés. Donc cette année, 0,5% de croissance, taux de chômage qui va monter malheureusement peut-être même jusqu'à 9%. Donc, la charge d'intérêt de la dette va également augmenter, je l'évoquais, 70 milliards d'euros. Et en plus, on va encore augmenter les dépenses publiques. Donc, ce qui veut dire que le déficit public va rester très élevé. Je pense qu'il sera autour des 6% du PIB, donc comme l'année dernière, peut-être même un peu plus. Et là, maintenant, le gouvernement français, il est un petit peu piégé parce qu'il ne sait pas comment il va pouvoir présenter ça. Donc, voilà. Alors, si en plus, effectivement, on a un mouvement de baisse des exportations, parce que si tous les pays se mettent à mettre des droits de douane, évidemment, à ce moment-là, nos exportations qui sont déjà pas géniales, mais elles vont encore plus baisser, même si on exporte essentiellement vers la zone euro, mais tout de même. Et donc, à partir de là, on aura encore moins de croissance, donc plus de déficit. Donc c'est ça qui est excessivement dangereux, j'ai envie de dire, Mm. pour la France pour cette année 2025. Et donc je pense que même si aujourd'hui les agences de notation n'ont pas fait leur boulot, n'ont pas dégradé la note de la France, elles vont devoir le faire très rapidement. Alors, une des conséquences justement de tout cela, de cet environnement incertain et extrêmement prudent, eh bien, c'est que les cours de l'or continuent de battre leur record historique. Eh oui, c'est vrai qu'à chaque fois, alors vous avez été, vous, qui nous écoutez depuis quelques Mm. mois, quelques années peut-être même, eh bien, c'est vrai qu'on a annoncé cette poursuite de l'augmentation de l'or. Et à chaque fois, quand on a atteint les 2000, on dit maintenant ça va s'arrêter. Après 2005, ça va s'arrêter, ainsi de suite. Là, on est à 3100, plus de 3132 même le 1er avril. Donc, et c'était pas un poisson d'avril. Donc, ce qui Mm. veut dire que, et d'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui. Donc, pour bien montrer que les investisseurs s'inquiètent. Et donc, il y a cette valeur refuge qui revient effectivement sur le devant de la scène. Et donc, l'or continue d'augmenter. On voit bien que c'est bien l'or qui augmente. Hein. On voit que l'argent est en train de baisser un petit peu. Mm. Donc, ça veut bien dire que cette valeur refuge, elle est bien là. Alors, on a évidemment le risque en Europe. Le risque de nouvelles crises politiques également, donc en France, et avec une augmentation de la dette publique, ce qui va rejaillir sur l'ensemble effectivement de l'Europe et de la zone euro. Bon, il y a toujours évidemment l'Ukraine, et maintenant évidemment il y a ces droits de douane donc, de Trump, Ouais. donc qui vont
générer un ralentissement de la croissance mondiale. Moi, je pense que je ne suis pas du tout dans le scénario d'une récession mondiale, etc. Je pense que là, on va un petit peu trop loin, on fait un petit peu paniquer effectivement les investisseurs, mais néanmoins, la poire pour la soif, vous voyez qu'elle marche bien. Donc l'or va rester cher. Alors peut-être que là, on est quand même sur des sommets, donc il y aura peut-être des petites respirations avec des mouvements de baisse, mais Mm. néanmoins, on restera quand même sur des sommets. Donc c'est vraiment cette protection. Donc là, on voit bien comment l'or joue sa valeur donc Mm. sa valeur refuge, tout simplement son rôle de valeur refuge, Mm. et ça va continuer. Alors justement, ce que je voulais vous montrer également, c'était ce graphique, hein. Donc ça correspond au flux entrant sur l'ETF or, hein. C'est l'ETF GLD, qui est le plus gros ETF au monde sur l'or. Et on voit que en février et en mars, les deux barres très hautes là, en bleu montrent que c'est les deux flux entrants les plus importants dans une seule journée sur l'histoire de cet ETF. Donc en fait, on voit que justement dans des pics de stress de marché, on a des investisseurs qui, de manière, alors on pourrait dire un peu, sont paniques, mais entrent et se réfugient vers l'ETF or. Ce qui fait que ben, on a encore quand même, ben, selon moi, encore du potentiel, hein. Je pense qu'on a quand même beaucoup comme tu le disais, on va pas forcément rentrer en récession, mais on a quand même un ralentissement qui est à venir. Des marchés qui sont actions, on va revenir par la suite, qui baissent fortement. Et donc, cette valeur refuge qui est publicitée par les investisseurs. Voilà. Tout à fait. Donc Alors, ça continue. D'ailleurs, on voit qu'au niveau boursier, évidemment, oui, là aussi, parce que jusqu'à encore l'année dernière, on avait une augmentation de concert à la fois des marchés boursiers et de l'or, ce qui est un petit peu hmm, bizarre. Je vous avais tout dit, à fait. les investisseurs se disent, bon, il y a quand même des affaires à faire encore sur les marchés boursiers, mais on garde quand même cette sécurité sur l'or. Et donc, c'était très anormal, très, je dirais, particulier que nous ayons les deux. Normalement, quand l'or monte, les marchés baissent, et quand les Hmm. marchés boursiers montent, l'or baisse. Donc là, on avait les deux qui Mais allaient les de deux qui montaient, concert. oui. Hmm. Et ça y est, maintenant, ben, on voit bien que l'or On a un continue de monter. Par ajustement. contre, les marchés Hmm. boursiers, effectivement, s'ajustent à Ouais. la baisse parce que s'il y a moins de croissance, il y a moins de profit. Et donc, il y a moins de valorisation boursière, tout simplement. Voilà, alors ça, c'est les performances au premier trimestre, hein, au 31 mars. Donc, on a effectivement l'or, hein, qui est l'actif le plus performant sur le premier trimestre, suivi par le MSCI China, hein. Effectivement, on a aussi un effet rattrapage de la Chine, hein, qui sous-performe depuis 4 ans les marchés. Donc, on a cet effet rattrapage sur la Chine. Le stock 600 Europe aussi, qui est positif, plus 6%. L'immobilier, ensuite le cash dollar. Ensuite, on va retrouver donc dans les baisses, ben, la plus forte baisse, c'est les Max 7, c'est-à-dire les 7 magnifiques, qui baissent de 15% depuis le début de l'année et qui était, rappelez-vous, la meilleure performance en 2024. Donc, on voit également eh bien, on peut quoi, pas s'apparenter à une prise de bénéfice. On va voir maintenant si cette baisse continue. Le Bitcoin aussi qui baisse dans le sillage effectivement des marchés américains avec un Nasdaq qui au 31 mars, hein, je le rappelle, parce que là il est encore plus bas, hein, baisse de 9%, moins 6 pour le S&P 500 et moins 5 pour le Japon. En fait, ce qu'on peut noter, c'est que finalement, tous ces actifs qui étaient les plus fortes hausses en 2024 sont maintenant en baisse et vice-versa, mais à part l'or évidemment. Mais donc il y a aussi une rotation finalement sur ces actifs. Oui, c'est ce qu'on vous avait dit d'ailleurs hein, en début d'année, qu'il y avait un effet de correction qui allait s'opérer. Donc voilà, c'est ce qui est en Mm. train de se produire aujourd'hui. On voit d'ailleurs, même sur la bourse européenne, bon là, elle est en train de suivre également la baisse. Oui. On voit bien qu'il y avait un effet de rattrapage, par exemple sur le CAC Mm. 40 également. Mais là, les marchés américains sont quand même les marchés leaders, donc ils entraînent tout le monde effectivement dans leur sillage. Donc c'est ça qui est un Voilà. petit peu décevant, mais on a l'habitude, hein. Quand les marchés boursiers américains effectivement montent comme l'année dernière, ben, nous on a un petit peu moins performé. Mais quand les marchés américains baissent fortement comme aujourd'hui, ben, finalement on va suivre également Mm. donc les marchés américains. Et là, justement, c'est ce graphique assez intéressant de Bloomberg, ça montre la sous-performance du S&P 500, donc le principal indice, hein, des valeurs américaines, qui sous-performe depuis 1988. Donc, le reste du monde, on va dire, donc c'est le MSCI World. Et on voit que donc depuis donc quasiment 40 ans, eh bien, on n'a pas eu une sous-performance sur un premier trimestre comme ça du S&P 500. Donc ça veut dire aussi que potentiellement ça ne va pas durer. Donc on va voir
potentiellement un rattrapage aussi des valeurs américaines, mais c'est pour vous montrer la puissance en fait quand même de cette correction qu'il y a eu au premier trimestre aux États-Unis. Voilà. Oui, Et je pour pense que terminer, oui. vas-y, vas-y. Non, je pense qu'effectivement, on n'aura pas, je dirais, forcément une sous-performance au deuxième trimestre, mais c'est Mm, parce que les marchés européens, ou même mondiaux, vont suivre le marché américain. Donc c'est voilà, ça qui va, donc ça veut dire qu'ils vont c'est ça, c'est le eux aussi moteur. baisser. Donc voilà, il y Mm, aura un deuxième trimestre, je pense, de baisse mm, généralisée, avec bien sûr des phases de rebond, hein, une forte volatilité comme d'habitude. Mais ouais. voilà, c'est vrai que cette baisse, bon, elle est quand même exceptionnelle, mais elle va un petit peu, je pense, se poursuivre au deuxième trimestre. Et juste pour terminer, bon, quand même sur une bonne note, ça c'est assez intéressant, hein, c'est un tableau de Goldman Sachs qui nous a sorti toutes les corrections du S&P 500 depuis 1950. Donc correction, c'est 10% de baisse, hein, c'est considéré. Donc il y a eu 35 corrections du S&P 500 depuis 1950. Et ensuite, on a différencié s'il y a une récession ou pas de récession de l'économie américaine. Donc il y a eu à 12 reprises une récession et à 23 reprises pas de récession. Et ce qu'on peut voir, c'est que malgré le fait qu'il y ait une récession ou pas de récession, on a sur un horizon 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, une hausse du S&P 500. Et donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que s'il n'y a pas de récession, on aura quand même potentiellement justement un rebond, comme on le disait, donc du S&P 500, puisque depuis 1950, c'est à chaque fois le cas. Maintenant, à voir effectivement l'ampleur de ce rebond. Évidemment, si on bascule dans une récession, là, pour le coup, le rebond est quand même beaucoup moins important et potentiellement, on aura une poursuite de la baisse du S&P 500. Ouais, non, mais moi, je Mm. crois pas trop au scénario de récession. Alors, sauf s'il y a Ouais. une guerre mondiale, évidemment. Mais, Mm. je veux dire, globalement, non, je pense qu'en fait, il y a, bon, évidemment, il va y avoir une réorganisation du commerce mondial, ça c'est sûr. Donc, il y aura moins de contribution du commerce mondial, voilà, ça c'est évident. Mm. Mais de là, imagine une récession. Je veux dire, les récessions au niveau mondial sont extrêmement rares. Même en 2000, en 2009, après la crise de 2008-2009, donc, on a une petite récession de BB mondial a baissé de 0,2%, quoi, donc c'était Mm. quasiment rien. Est-ce Mm. qu'on peut avoir ça également aux États-Unis, une récession? Il y a quand même une dynamique intérieure qui est forte. Bon, Tout à par fait. contre, il y aura un ralentissement, ça c'est sûr, hein. Mm. Mais néanmoins, de là avoir une récession Oui, forte, ça paraît peu moi je, probable. Ouais, moi, je ouais. pense on va l'éviter quand même. Je Alors suis par assez contre, d'accord. chez nous, en France, en tout cas, on y est, hein, parce qu'il y a eu une Mm. baisse du PIB au quatrième trimestre donc 2024, et on a certainement une baisse du PIB également au premier trimestre 2025. Donc, ça veut dire 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est bien une Mm. récession. Et ça, c'est pas aux États-Unis, c'est chez nous. C'est Et chez... ça, c'est avant hein, les mesures de Trump. Donc là, Mm. je vois aujourd'hui, parce que bon, je suis pas à Paris, donc je peux pas faire des télés, etc. Parce que j'ai beaucoup de demandes pour dire, ouais, ça y est, c'est la catastrophe. Vous voyez, on a envie de se faire peur et de tout mettre sur Trump. Mais en fait, non, si la France va mal, c'est pas à cause de Trump, ça allait déjà mal avant, hein. Donc, ça n'a pas arrangé les choses, hein, ce qui a été évidemment décidé. Mais voilà, moi, je ne suis pas pour avoir cette stratégie de bouc émissaire. Si ça va mal, c'est parce qu'on a pris des mauvaises décisions et que malheureusement, la France est déjà en récession avant Mm. même ce qui est en train de se produire aujourd'hui et ça ne va pas évidemment arranger la situation. Alors, bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut vous annoncer aussi qu'on va faire donc un webinaire, hein, notre webinaire trimestriel, donc le lundi 14 avril. Euh, Parfait. voilà, donc Il y aura plein de choses à dire, justement, qu'on va mettre à jour un peu tout ça, parce voilà, que on va mettre à jour voilà, toutes ces perspectives hein, pour le reste en de plein de l'année. graphiques et beaucoup de, également voilà, de Tout à fait. Et ça sera perspectives. interactif. Si vous souhaitez nous poser des questions, on y répondra, Donc, soyez évidemment. nombreux, on a encore le temps, vous avez le Voilà. temps de noter sur votre agenda. Donc, ça sera Mm, un grand plaisir de vous retrouver comme tous les trimestres, puis également comme mm, tous les 15 jours, voilà, sur mm, le podcast. Mais là, il y aura tout encore à plus fait. d'échanges avec vous. Ça dure à chaque fois 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, Voilà. voilà, on sera complet Bon, avec Antoine, avec grand ouais. plaisir. En tout cas, c'est vrai que les marchés sont actuellement très volatiles, donc de la prudence, évidemment, hein, vraiment pas s'exciter hein, dans des marchés aussi volatiles. Il faut rester calme, serein et en même temps prudent. Tout à fait. C'est ce qu'on vous a dit, hein, le conseil qu'on vous a donné d'ailleurs depuis quelques mois et Mm. surtout en début d'année. Donc voilà, nous y sommes aujourd'hui. Donc moi, franchement, je suis pas surpris, hein, on s'y attendait. Donc Oui, on s'y voilà. attendait, oui, c'est sûr. Donc Après, faut pas. l'ampleur est assez importante quand même aux États-Unis. Oui, 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 Faut pas l'ampleur le. assez importante parce que Mm. n'oublions pas qu'on était sur une bulle, c'est-à-dire qu'on avait des survalorisations, etc. Donc voilà, on a un ajustement qui est Un assez ajustement qui est fort. plutôt sain pour l'instant, oui. Mais globalement, on revient. Moi, je suis favorable à ces reconnexions à la réalité. Donc les marchés se reconnectent Mm. à la réalité économique. Après, Tout à fait. ça pourra repartir de l'avant au second semestre. Bon, mais merci Marc et Merci à toi, merci merci à toutes et à à tous et vous de nous portez-vous avoir bien. suivis. On À vous très dit bientôt. à très bientôt. Salut.